Bonjour toutes et tous, mon nom c'est Margie Mendel. Je suis une professeure émérite à l'Université de Concordia, ici à Montréal. C'est vraiment un énorme plaisir pour moi, un honneur de pouvoir vous offrir ce bienvenu, ce qu'on appelle la conférence principale pour le colloque de la crise. Notre présentatrice, Nancy Fraser, ici avec nous, c'est quelqu'un que personnellement, je suis extrêmement content de pouvoir introduire. Quelqu'un à qui le travail était très important pour moi à travers ma carrière. Alors, c'est un plaisir personnel, mais ainsi comme membre de la crise depuis presque le début de son existence. Ouais. Nancy Fraser est une professeure à la New School for Social Research et est titulaire de la chaire internationale au Collège d'études mondiales de Paris. Son plus récent ouvrage, qui sort bientôt à Verso 2021, Cannibal Capitalism, How Our System is Devouring Democracy, Communities and the Planet. D'autres livres récents, Féminisme pour le 99%, un manifeste en collaboration avec Cynthia Arruzza et T.C. Bhattacharya. Aussi The Old is Dying et Capitalism, a Conversation in Critical Theory, est écrit avec Raël Jaegui. Dans ses ouvrages, Nancy Fraser a théorisé la relation entre le capitalisme, l'oppression raciale, reproduction sociale, la crise écologique, les mouvements féministes et la montée du populisme de droite. Elle explore ces thèmes dans une série d'essais parus dans la New Left, plusieurs différentes revues. Moi, j'en ai lu plusieurs et j'ai très hâte au livre et je vous encourage aussi à lire ces articles qui ont été publiés dans New Left Review, le Critical Historical Studies, American Affairs et l'ouvrage Fortunes of Feminism from State-Managed Capitalism to Neoliberal Crisis. Autre livre incluant Transnationalizing the Public Sphere, Scales of Justice, Adding Insult to Injury et plusieurs autres. Beaucoup d'entre eux vous sont sûrement familiers. Je devrais aussi mentionner que Nancy Fraser est une influence importante pour les chercheurs et les étudiantes à crise et l'influence qu'elle a eue sur les enjeux de justice sociale. Nancy Fraser, c'est un chevalier de la Légion d'honneur, membre de l'American Academy of Arts and Sciences et une ancienne présidente de l'American Philosophical Association, division de l'Est. Elle a reçu 6 diplômes honorifiques, le prix international Nissim Habib de l'Université de Genève, le prix Havens Wright Center Lifetime Award pour ses contributions aux études critiques de l'Université de Wisconsin et le prix Alfred Schultz en philosophie sociale de the American Philosophical Association. Je voudrais aussi mentionner que Nancy Fraser sera la première professeure en visite à l'Institut Carl Polanyi ce printemps et qu'elle est une membre de le conseil avisoire à l'Université Concordia. Bienvenue, Nancy Fraser. Mais avant qu'on te passe la parole, cette estrade virtuelle, Paul André voulait nous adresser quelques paroles. C'est un immense plaisir de vous recevoir et de vous recevoir avec un grand intérêt puisque votre théorie critique, votre perception de la théorie critique et de la justice sociale, comme l'a mentionné Margie, nous sert d'inspiration et en grande partie nous sert également de base théorique pour analyser, étudier les innovations sociales. Ce que nous apprécions particulièrement, c'est le fait que vous avez une perspective critique, vous insérez les innovations sociales dans les rapports sociaux du capitalisme et vous pouvez, sur cette base et puis avec vos compétences dans le domaine de la philosophie et de la sociologie politique, devrais-je dire, de l'analyse en fait de politique, vous êtes capable de projeter un regard excessivement éclairant sur la grammaire, comme vous appelez, la grammaire des luttes sociales et des mouvements sociaux. Je voudrais souligner un ouvrage qui a été écrit en votre honneur, une série de collaborateurs qui ont travaillé avec vous et qui ont produit cet ouvrage. Je le montre à l'écran.
donc un livre, un ouvrage en l'honneur de Nancy Fraser et de sa théorie. Et on a à la fin de cet ouvrage, en fait, une bibliographie sur vos œuvres, sur vos publications, et cela fait près de 45 pages. C'est donc assez extraordinaire. Votre œuvre, vos écrits ont été traduits dans plus d'une vingtaine de langues, et en français, on a quand même assez été bien servi. Il y a un ouvrage qu'on a tous lu ou presque, Qu'est-ce que la justice sociale, qui est paru en 2005, le féminisme en mouvement en 2011 ou 12, quelque part par là. Et évidemment, nous suivons vos travaux avec un grand intérêt. Et donc, vous allez prendre la parole. On vous laisse la parole pour 30 à 40 minutes et par la suite, il y aura des questions. Pour tous nos participants, je vous souligne qu'on est en mode webinaire et donc vous envoyez vos questions, vous écrivez vos questions sur le web et on a un assistant, Stéphane Pisani, qui se fera un plaisir de nous retransmettre ces questions et nous les poserons directement à Madame Fraser. Alors, à vous la parole, Madame Fraser. Thank you very, very much. Merci beaucoup, Paul-André et Margie, pour ces mots très généreux de bienvenue. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi aussi d'être présent avec vous pour offrir cette conférence. Il faut que je vous dise, en commençant, ce que je vais dire aujourd'hui, ça va être un petit peu différent de ce qui a été annoncé dans le programme. J'ai dit que je voulais démontrer comment le crise du climat et le crise de CARE devrait être perçu comme deux aspects différents d'une crise plus générale de société capitaliste, de façon générale. Mais en pensant comment élaborer ces pensées, j'ai pas réussi à sortir le COVID de mon esprit. C'est partout, ça semble prendre toute la place. Donc, ce que je veux dire, donc, c'est en même temps plus large et plus restreint de ce qui a été publié. En pensant au sujet du COVID et sa relation avec la société capitaliste, j'ai pas pu me limiter aux dimensions écologiques et les dimensions de reproduction sociale. Je trouvais que c'était nécessaire de rentrer d'autres dimensions de nos crises, les dimensions politiques, les dimensions raciales, ethniques, de classe. Donc, je vais dire un peu plus de ce qui a été promis, mais comme arrive toujours quand on essaie de dire plus, il y a probablement une perte de profondeur. Mais de toute façon, je pense quand même que, comme ça dit dans l'abstrait qui a été publié dans le programme, que nous sommes dans une crise générale, qui est vraiment tout l'ordre social en entier. Je ne pense pas que ça, c'est une crise d'un secteur. Ce n'est pas simplement une crise économique, même si c'en est une, ou simplement une crise écologique, si tu peux dire simplement dans ce contexte. Mais ce l'est quand même. Ce n'est pas simplement une crise de CARE, même si c'en est une. C'est toutes ces crises enroulées ensemble et d'une façon que toutes les différentes pièces de les crises générales s'empirent les unes les autres. Et je dirais que cet déclenchement de la pandémie, cette crise sanitaire du COVID-19 était, on dirait, presque une démonstration modèle d'une étincelle qui allume tout ce crise complexe dans toutes ses dimensions. Ça l'a tout éclairé comme une éclair de qui a sorti. Mais même si c'est horrible, je pense que ça peut nous offrir la chance de voir des choses clairement. C'est peut-être pas le côté positif que nous chercherons dans ça, mais c'est quand même une réalité. Donc, qu'est-ce qu'on peut apprendre de le COVID au sujet de le capitalisme et les dysfonctions écologique du capitalisme, la façon que ça relié avec ces
dysfonction de genre, de race, de classe. Donc, pour ce faire, je voudrais prendre quelques minutes pour discuter quelques-unes des pièces clés de comment que je comprends cette idée du capitalisme. Parce que c'est une interprétation pas entièrement standard. Je ne pense pas que c'est simplement un système économique. Ce n'est pas juste un système de production dans lequel les personnes qui sont les propriétaires des moyens de production exploitent les personnes qui ont aucune propriété autre que la valeur de leur travail. Mais ça existe, mais c'est pas assez pour vraiment nous donner la compréhension critique que ça nous prend pour ce système, parce que cet côté économique ou côté de production dans le système dépend énormément sur d'autres choses qui sont rendues invisibles si on ne regarde que à le côté de production. Les choses que j'en fais déjà mention, et ça inclut une quantité énorme de travail dans la reproduction sociale, une grande partie qui n'est impayée et non reconnue, et la grosse majorité qui est accomplie par les femmes, même s'il y en a qui est faite par les hommes aussi. Ça, c'est effectivement, c'est le travail de faire des personnes au lieu de faire des bébelles et des profits. Et en effet, la fabrication de bébelles et de profits sont impossibles sans faire des personnes qui accompliront le travail productif et toutes les autres choses qui ont besoin d'arriver dans notre société pour que les bébelles et profits puissent être produits. Je pense que la public ici le sait autant que n'importe qui, l'idée de la reproduction sociale et le travail de care. Alors, je ne vais pas passer trop de temps là-dessus, mais de la même façon, cet côté productif, économique d'un système capitaliste a aussi besoin d'une énorme quantité de processus naturels qui assurent la disponibilité de toutes les entrées non humaines, les sources d'énergie, les matériaux bruts, la disponibilité d'eau, air, tout que les personnes ont besoin pour aller au travail puis faire de l'argent pour la classe capitaliste. Donc ça, c'est une autre une base nécessaire dans la définition de la capitalisme. Le même est vrai pour le pouvoir politique ou public. En général, ça veut dire pouvoir étatique, mais on pourrait avoir une expansion de l'idée pour penser à d'autres formes de pouvoir public. Mais de toute façon, ça, c'est les agences qui produisent tous les biens publics sans laquelle la production capitaliste et production de profit ne pourraient pas continuer. Les infrastructures, le système financier, les forces d'oppression, tout le système légal qui garantit la propriété et le respect des contrats. Sans ces choses-là, on ne peut pas avoir une économie capitaliste. Donc, le pouvoir public, c'est aussi une autre fondation nécessaire. Et comme j'espère présenter dans un petit peu, ceci est vrai aussi pour un type de richesse que le capitalisme exproprie, vole, franchement, de populations à travers la planète qui ont été effectivement, se sont fait enlever la capacité de se défendre. Donc, on va voir particulièrement l'interaction avec l'expropriation des richesses des personnes racisées à travers le monde. Donc, ça aussi, c'est une fondation nécessaire pour la possibilité d'exploiter, on dirait, des personnes libres dans ce contexte marxiste, de personnes qui travaillent pour un salaire. Donc, ça, c'est tout un groupe de choses qui sont à l'extérieur de l'économie officielle, mais sans laquelle l'économie ne pourrait pas fonctionner et sur laquelle elle dépend entièrement. La prochaine point clé, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier avec les sociétés capitalistes, ce qui est en même temps
qu'elles dépendent entièrement de ces fondations non économiques. Elles sont aussi programmées, on pourrait dire, pour déstabiliser et effectivement pour détruire leur propre fondation, de manger le travail de CARE jusqu'à ce que l'énergie nécessaire pour le soutenir sont amenées à un point de fracture, de cannibaliser la nature à un point où effectivement on n'est plus capable de respirer ou vivre sur la planète Terre. Pour vider le pouvoir public au point où ils ne sont plus capables de résoudre les problèmes que ce système génère. Ce sont toutes, de ma compréhension, des tendances vers la crise dans le capitalisme. Donc, je fais une expansion de cette idée pour dépasser une conception marxiste qui dépasse simplement une contradiction économique qui l'amène à les dépressions et différentes formes de problèmes économiques, mais sans dire que ces contradictions et dysfonctions économiques ne sont pas présentes en capitalisme. J'essaie simplement de dire qu'il y a d'autres tendances vers la crise, pour des crises écologiques, des crises dans la production sociale, des crises dans le pouvoir politique. Et ça me ramène à cette idée d'une crise générale. C'est un moment, et ils sont quand même très rares dans l'histoire, où toutes ces tendances vers la crise fleurissent de manière simultanée. Elles sont déguisées à un point aigu où éventuellement des personnes un peu partout à travers la planète réalisent que c'est invivable, que ce n'est pas soutenable et qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être brisé. Il y a quelque chose une fracture qui devient nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'ils vont toutes venir à ce que moi j'appellerais la bonne conclusion au sujet de qu'est-ce qu'on devrait faire. Un exemple parfait aux États-Unis de comment les personnes peuvent arriver à la mauvaise conclusion de qu'est-ce qu'on devrait faire pendant une crise. Mais ça, c'est vraiment le point de vue général, ma compréhension générale de le capitalisme et sa tendance interne vers la crise. Il y a une chose que je voudrais mettre de l'avant avant que je tourne mon attention au COVID. Peut-être, je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter. Ça serait induire en erreur de penser que chacune de ces tendances vers la crise politique, écologique, en reproduction sociale, etc., elles fonctionnent un peu sur leur propre système. En réalité, elles sont intimement liées. Il n'y a pas une qui peut être entièrement complet si on le regarde en isolation, ni est-ce qu'on pourrait résoudre une de ces crises seule. Donc ça, c'est un point à faire sur une idée de la crise générale. C'est une crise du système social au complet. Ayant dit ça, ce que je veux vraiment dire, c'est que le COVID-19, de mon point de vue, nous offre une démonstration impeccable de ces points de liaison. Je pense que le COVID-19, c'est un échange où toutes les contradictions du capitalisme se rencontrent. Le cannibalisme de la nature, du travail de CARE, les capacités politiques et des populations au périphérique fusent dans une conjoncture létale. Moi, j'appellerais ça un orage parfait de la dysfonction capitaliste, de l'irrationalité et injustice du capitalisme. Donc, pour expliquer pourquoi, je veux commencer avec la nature, avec l'écologie. Parce que ce n'était la cannibalisation du capital de cette fondation nécessaire à son existence qui nous a fait l'exposition originale au SARS-CoV-2, bien sûr le virus qui cause la COVID-19.
longtemps retrouvés dans des chauves-souris, dans des caves. Le coronavirus qui cause le COVID-19 a fait le saut aux humains en 2019 à travers une autre espèce comme pont, peut-être les pangolins, on n'est pas certain. Mais ce qui a amené le chauve-souris en contact avec cette espèce intermédiaire et qui l'a amené cette deuxième espèce en contact avec nous, c'était quelque chose d'autre. C'était l'effet combiné de le réchauffement climatique d'un côté et le coupe des forêts tropicales. Et ces deux réalités sont le produit de le capital. Les deux sont dirigés par le fin insatiable de la capitale pour le profit. Ensemble, elles ont éviscéré les habitats d'une innombrable quantité d'espèces animales, causé de nouvelles migrations, créer des contacts entre des animaux qui, auparavant, avaient leur distance naturelle, causer du stress et offrir de nouvelles transferts de pathogènes entre eux. Cette dynamique n'est pas nouveau. Même avant COVID, c'est les responsables pour une série d'épidémies virales. Chacun entre chauve-souris et humain à travers un hôte amplifiant. On a eu le sida à travers les chimpanzés, SARS à travers les civettes, MERS à travers les chameaux et maintenant COVID peut-être à travers les pangolins. Mais il y aura plus d'épidémies de cette nature. Elles sont un produit qui n'est pas accidentel d'un ordre social qui met la nature au profit de le capital. Structuré pour approprier la richesse biologique le plus rapidement possible avec aucune responsabilité pour réparer ou ce qui a été pris. Ceux qui cherchent le profit détruisent nos forêts tropicales et remplissent l'atmosphère avec des gaz à effet de serre. Elles ont un intérêt presque exclusif sur la destruction à tout temps de l'histoire, mais n'ont jamais eu plus de pouvoir que dans ce temps néolibéral et elles sont responsables pour une série de plagues létales. Les effets de COVID sur les humains seraient horribles sous toutes conditions, mais elles ont été énormément pires en raison d'un autre aspect, une autre contradiction de notre société capitaliste qui a aussi été aiguisée à un point inattendu. Ce n'est pas simplement la nature que le capital a cannibalisé pendant cette période, mais aussi le pouvoir public. C'est aussi un ingrédient nécessaire de son diète. Il fut détruit avec une férocité particulière dans les derniers 40 ans. Les capacités politiques qui ont soutenu le capital et quel capital a dévoré, c'est précisément ceux qu'on aurait pu utiliser pour mitiger les effets de la pandémie. Bien avant la pandémie, la plupart des États ont répondu aux besoins du marché en coupant les dépenses sociales, incluant la santé publique et la recherche, avec quelques exceptions. Et ici, il faut que je reconnais le Cuba et la Chine. Elles ont détruit leur stock d'équipements nécessaires comme les protections personnelles. Elles ont réduit la capacité diagnostique et ont rétréci leur capacité pour les traitements, le nombre de lits dans l'hôpital, les espaces pour les soins intensifs, la capacité de coordonner la production, le stockage et distribution de vaccins. Ayant détruit, décimé cet pouvoir politique,
peut-être moins vrai au Canada qu'autre place, mais vu que c'est vrai de façon globale, c'est vrai pour le Canada aussi, les élites ont transféré des fonctions nécessaires de le soin de santé à des entreprises privées, pharmaceutiques et les manufacturiers. Ces entreprises qui, par raison de leur constitution, n'ont aucun intérêt dans l'intérêt public, contrôlent maintenant la grosse majorité de travailleurs, travailleuses et matériaux bruts, les machineries, les sites de production, les chaînes d'approvisionnement et les propriétés intellectuelles en santé, toutes les choses que nous avons besoin pour déterminer nos futurs individuels et collectifs. Avec un désir que de protéger leur profit, ils créent une barrière à l'action collective pour sauver l'humanité. Les effets sont tragiques, mais ne sont pas surprenants. Un système social qui assujettit les décisions de vie et de mort sous le signe de la valeur était destiné à sacrifier des milliers de personnes au COVID-19. Mais ça non plus, ce n'est pas la fin. La destruction de les systèmes de politique publique a contribué à la décimation de le travail de care, une autre partie essentielle de la reproduction sociale. La même régime qui s'est désinvesti de les infrastructures de santé publique a aussi détruit les syndicats, baissé les salaires, a causé une augmentation d'heures de travail rémunérées dans tous les foyers, incluant les personnes qui sont nécessaires, qui travaillent pour faire le travail de care. Transférer les responsabilités pour le care en sapant les énergies nécessaires pour le faire, le néolibéralisme a transformé la tendance fondamentale du capitalisme vers une crise accrue de travail de care. Et COVID-19 a accentué cette crise aussi en laissant les familles et les communautés avec des nouveaux efforts nécessaires pour le travail de care et il est principalement tombé sur la responsabilité des femmes à travers les fermetures de les différents aspects de notre société. Les parents ont devenu plus responsables pour le soin de leurs enfants dans des espaces domestiques qui ne sont pas créés pour cet but. Il y a beaucoup de femmes qui ont eu l'obligation de se départir de leurs emplois pour aller prendre soin de leurs proches, leurs enfants. Et elles vont vivre et subir des effets néfastes à leur paix et leurs emplois, même s'ils sont capables de retourner au travail après. Une autre, ces personnes qui se sont retrouvées à la maison pour prendre soin ont eu l'obligation de trouver de nouvelles façons de travailler de façon du jamais vécu. Et notre groupe de personnes qui inclut les hommes qui sont considérés des travailleuses nécessaires, faut vivre dans un contexte qui les met tout le temps sous la possibilité d'infection pour faire l'argent et l'argent nécessaire pour faire vivre le reste de leur famille, leur communauté. Et là, les responsabilités accrues de cette période tombent fréquemment sur les pieds, sur les épaules des femmes, mais la décision de qui ces responsabilités incombent dépend énormément sur classe et race sous ce système. L'accumulation du capital procède pas exclusivement en exploitant les travailleurs salariés libres, mais en expropriant des populations dépendantes qui ont fut enlever la capacité d'avoir des droits sous ces systèmes. Cette expropriation agit sur la ligne internationale de couleur, un parti structurant de le système capital, les races, est présent sur tout aspect de la crise. Au niveau international, elle est fortement liée avec le côté écologique quand la capitale s'en aille retrouver les
systèmes naturels qui sont pas chers, allant les chercher de populations racisées, sans possibilité de défense, sous-social, assujetties à génocide et expropriation. Ces populations ont vécu le plus grand effet de ce système. Et maintenant, vulnérables aux impacts les plus néfastes de le changement climatique et les crises climatiques, elles le sont et seront toujours le arrière de la queue pour l'accès aux vaccins. Il y a aussi un côté racisé dans les autres aspects de ce crise de care et de reproduction sociale. Quand les individus perdent accès aux capacités pour être en santé, de la bonne nourriture, l'eau potable, des conditions sécuritaires pour le travail. Le manque d'accès à ces capacités qui sont fréquemment niées, les communautés noires et les personnes de couleur et autochtones, ce sont les personnes qui subissent les pires effets de le COVID-19. Les causes pour ça ne sont pas des secrets. Elles sont surreprésentées dans les travails essentiels qui ne peuvent pas être faits à distance, le manque de ressources. Donc, les personnes n'ont pas la chance de refuser du travail qui n'est pas sécuritaire, un manque de logement de qualité et qui facilite la transmission du virus et maintenant un moindre accès aux vaccins. Ensemble, je dirais que ces réalités ont encore augmenté la réalité du slogan de Black Lives Matter, dépassant simplement le système policier et de justice qui ont explosé après la mort de George Floyd. Ces systèmes ont aussi une interaction très claire avec la classe à travers l'histoire et dans le moment présent. Je dirais que ces deux caractéristiques sont inséparables. Cette catégorie qui est soudainement discutée par tous les travailleuses essentiels le démontre. Si nous considérons les groupes autres que les professionnels de santé, c'est les personnes qui travaillent dans le système d'alimentation, qui nettoient les espaces, ceux qui travaillent dans les centres d'achat et les systèmes de Amazon. Ces emplois sont presque toujours non syndiqués, dangereux, ne sont pas recouverts par des protections de travail, une supervision intrusive qui offre peu d'autonomie ou chance de promotion ou l'acquisition de nouvelles capacités à leurs employés. Même si ces emplois sont occupés par des personnes blanches, elles sont généralement regroupent des femmes et des personnes racisées. Pris ensemble, ces emplois, les personnes qui les complètent, sont le visage de le capital racisé présente. Maintenant, on ne voit plus l'homme blanc qui travaille dans les mines ou dans la construction. Cette classe est maintenant payée moins que le coût de leur propre reproduction, c'est-à-dire qu'elles sont expropriées et exploitées. Le COVID a révélé cet secret aussi en faisant clair que le travail de cette classe est essentiel. Ça démontre un autre défaut de la société capitaliste, l'incapacité des marchés de reconnaître la réelle valeur du travail. Ça est un énorme défaut dans un système social. De façon générale, le COVID, jeudi, est une orage parfaite de l'irrationalité et injustice du capitalisme. De un côté, ça a exacerbé les défauts existants du système à un point de fracture. De l'autre côté, ça a démontré les profondes contradictions structurelles de le capitalisme. COVID les montre à la pleine lumière de jour pour toutes et tous.
la nécessité pour le capitalisme de cannibaliser la nature, de détruire nos capacités qui sont nécessaires pour la production sociale, d'éviscérer le pouvoir politique pour qu'elle ne soit plus capable de gérer les problèmes qui sont générés par le système, de se nourrir de la richesse des personnes racisées, de ne pas juste faire de l'exploitation, mais l'expropriation de la classe de travailleurs et travailleuses. Nous ne pourrons pas demander une meilleure leçon en théorie sociale. Mais maintenant vient la partie difficile de appliquer cela dans nos pratiques politiques. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Fraser. Ce fut fort intéressant. Vous avez décrit vraiment une crise multidimensionnelle et en fait, c'est comme si le capitalisme est en train de détruire les conditions qui lui assurent une certaine pérennité. Donc, on est devant une crise majeure, fondamentale. La question qui me vient tout de suite à l'esprit et que vous avez déjà travaillé dans d'autres textes, pourquoi les mouvements sociaux qui devraient émerger de ces contradictions structurelles du capitalisme, pourquoi sont-ils si peu présents et pourquoi ont-ils tant de difficultés à s'unir, à se fédérer pour mener une lutte? Dans l'histoire du capitalisme, il me semble que lorsque le capitalisme a connu des crises importantes, il y a eu des mouvements sociaux, des gens ont descendu dans les rues, des manifestations monstres pour réclamer des changements dans le fonctionnement de l'économie. On se rappelle la crise des années 30 et tout. Alors pourquoi aujourd'hui on a de la difficulté à voir émerger et à s'installer dans la pérennité des mouvements sociaux en alliance avec la classe ouvrière, etc., pour lutter contre ce capitalisme en crise? Right. It's a great question. C'est une excellente question. Il y a plusieurs choses que je voudrais dire en réponse. Comme j'ai mentionné en passant, les crises comme celle-ci sont quand même assez rares. C'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours et c'est des temps qui causent énormément de confusion. Il y a de l'énergie, mais pas nécessairement la cohérence. On dirait des temps normaux, mais ce n'est pas des temps qui ne sont pas des crises générales. Il y a plusieurs efforts sociaux qui essaient de réussir à avoir des bonifications, on dirait, de les conditions de vie, en restant dans le grammaire politique des systèmes qui sont existants. La crise que nous passons présentement, je pense que ça expose que cette forme normale de réforme nous est simplement pas disponible. Il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose dans le cœur de la capitalisme qui ne fonctionne pas. Donc, c'est un moment où en théorie, l'espace est présent pour des pensées plus radicales. Et ça veut dire s'ouvrir à plein d'idées assez horribles, mais aussi des idées très émancipatoires. Donc, je pense le parallèle le plus proche dans l'histoire récente, ça serait les 1930. Donc, on a une relation maintenant avec l'histoire de Karl Polanyi, une crise de la civilisation où tu as plusieurs différentes sortes de mouvements, contre-mouvements qui ressortent pas, ils sont pas tous émancipatoires. Ce que je pense, ce qu'on voit présentement, c'est que cette pratique normale des mouvements sociaux est mis en question. Et donc, c'est un moment où on pourrait avoir des apprentissages très intensifs. On pourrait avoir ces apprentissages pourquoi les enjeux environnementaux qui est vraiment juste axé sur un enjeu ou le féminisme qui est juste des luttes féministes exclusivement n'aide pas. Pourquoi chaque mouvement social a besoin de développer une point de vue sur cette totalité sociale pour pouvoir comprendre
où ces enjeux se placent dans une image beaucoup plus large, beaucoup plus complexe pour comprendre c'est qui ces alliés potentiels. Ça pourrait le ramener à briser certaines alliances. Par exemple, les féministes en lien avec les corporations, les féminismes de base, il pourrait avoir une fissure dans cette alliance-là pour pouvoir créer de nouvelles alliances sur une base axée beaucoup plus sur la classe, mais il faut comprendre le mot classe dans la façon que moi je l'ai décrit, de plus large, pas l'idée de travailleuse d'usine, là, mais je peux pas dire que je suis optimiste, mais peut-être je suis pas aussi pessimiste que la façon que tu l'as posé dans ta question. Je dirais pas avec certitude que les mouvements sociaux sont manqués à l'appel, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Il y a des nouvelles expériences qui se dessinent et beaucoup d'apprentissage social aussi. Donc, je pense que c'est pour nous, dans l'académie, dans le monde intellectuel, d'offrir les ressources conceptuelles qu'on peut pour aider à clarifier la situation dans laquelle les mouvements sociaux œuvront. Et nommons aussi les partis politiques et les syndicats. C'est pas tout sur les épaules de le mouvement social. Mais je pense que je vais laisser ma réponse avec ça. Okay, so can you hear me now? Est-ce que tu m'entends maintenant? Oui. Je pourrais juste faire un suivi sur la question de Paul-André, puis ta réponse, Nancy, que j'ai vraiment appréciée. Je pense que tu as nommé juste à la fin là, les syndicats. Donc, j'ai deux questions que je voudrais te poser. Un, si tu faisais une comparaison avec les 1930 et la période présente, l'importance du mouvement syndical et à quel point qu'elle était unie, comment elle s'est identifiée sous un mouvement syndicaliste. Ça, c'est clairement pas le cas aujourd'hui. Donc, nous n'avons pas cette force mobilisée. Mais dans plusieurs autres parties du monde, puis ici au Québec aussi, on est chanceux parce que même s'il n'y a pas des alliances formelles, il y a beaucoup de collaboration entre le mouvement syndical et les mouvements sociaux qui travaillent ensemble. Mais regardons à l'autre pièce aussi, l'État. Et je pense qu'on a vu un peu partout, mais particulièrement aux États-Unis, on a oublié Trump déjà, c'est l'histoire maintenant. Mais cet énorme plan, comme un plan Marshall ou au niveau supranational, l'Union européenne et son stratégie horrible pour les vaccins, mais quand même s'unir autour de quelque chose. Mais si on retournait aux États-Unis encore, Janet Yellen, puis je pense hier ou le jour avant, qui a discuté un taxe minimale à l'international pour les entreprises. Donc, ce n'est pas pour suggérer que les mouvements sociaux sont juste en train d'attendre de façon passive, mais tu as cet État énorme avec ces mécanismes qui sont amenés en action. Alors, comment est-ce que tu identifierais cette dynamique? Mais je pense que c'est des excellentes questions, Margie. Vraiment, merci pour ça. Je prendrais ton premier point. Que dans les 1930, il y avait comme un centre. Et c'était le classe ouvrière industrielle, ses syndicats et ses partis politiques. On pourrait se demander, c'est où le centre aujourd'hui? Est-ce que nous avons un centre aujourd'hui? Moi, je dirais non présentement. Mais nous avons beaucoup de pièces existantes. Donc, disons, si tout pourrait se rassembler, je pense que ça serait une nouvelle sorte de formation qu'une qui a un centre. Donc, ça, c'est déjà très difficile. C'est une idée
très difficile. C'est beaucoup plus facile d'organiser un front uni que nous discutons si tu as un centre concret. Donc, ça, c'est une question à laquelle on pourrait réfléchir. Mais en termes de l'État, bon, je vais retourner juste aux États-Unis pour le moment. Je pense beaucoup à qu'est-ce que Biden et avec lui Yellen sont en train de faire. Qu'est-ce que j'aimerais dire? Je pense que d'un côté politique, on est dans un interrègne d'un sens de Gramsci. Il y a quelque chose de vieux qui est en train de mourir, mais quelque chose de nouveau n'est pas encore en naissance. On a une vacillation entre différentes alternatives. On dirait qu'elles sont épuisées, sont pas capables de résoudre les enjeux entre, on peut dire, un néolibéralisme progressif en dessous de Clinton et Obama et le monde MAGA, le droite autoritaire en dessous de Trump. Donc, ça, c'est qu'est-ce que moi, j'aurais attendu voir un mouvement entre ces deux choses. Mais c'est pas exactement ça que nous voyons présentement. Je dirais, l'administration de Biden représente une forme de formation de compromis, dans le sens que ça tient ensemble une coalition que je pense que c'est fragile, mais pour le moment, c'est une coalition de le parti centriste, de le Parti démocratique, le côté néolibéral et le groupe Sanders et aussi Elizabeth Warren, qu'on pourrait dire sociodémocrate ou populiste à gauche. Donc, je pense pour plusieurs raisons, l'aile Sanders a beaucoup plus de pouvoir qu'elle a jamais eu. Bernie est le président de le comité du budget du Sénat. Très beaucoup de pouvoir. Il est sur les chaînes télévisées nationales régulièrement en parlant pour le Parti démocratique. Donc ça, c'est tout nouveau. Le 1,9 trillion pour répondre à COVID-19 reflète beaucoup les idées politiques de cette aile de Sanders. Et Yellen, comme tu as dit, on dirait être en train d'agir comme un néo-Keynesian, où elles insistent qu'on ne va pas s'occuper de l'inflation. C'est plus important de réduire le chômage. Puis ça, c'est une brie avec les personnes de Goldman Sachs qui sont responsables du département de la trésorerie aux États-Unis depuis, je dirais, 30 ans. Donc, il y a un compromis dans cette formation et je pense que la question présentement, c'est combien de temps ça va durer et si et quand ça brise, où est-ce que les tensions vont sortir et qu'est-ce qui arriverait après ce point-là. Donc ça, c'est vraiment relié aux questions au sujet des mouvements sociaux. Présentement, les mouvements sociaux axés sur la politique sociale à ce niveau semblent avoir un parti dans le jeu. Ils ont quelque chose avec laquelle travailler qui ne sont pas en train de se faire complètement fermer de la discussion. Elles entendent des échos de ce qu'ils veulent, puis ils ont quelque chose avec laquelle travailler. Mais je ne sais pas combien de temps que ça va durer, parce que ce compromis, si elle est pour être durable, a besoin de satisfaire assez de besoins de la classe ouvrière pour satisfaire l'aile Sanders et pour garder les Trumpistes sur leur dos. Et ça a besoin aussi de satisfaire la classe investissant, des investisseurs. Donc, ça, c'est pas facile à faire. C'est vraiment quelque chose, un problème classique. Ça prendrait un Franklin Roosevelt, un génie politique pour continuer ça à long terme. Biden, il n'est pas un génie. Moi, il faut dire qu'il a vraiment dépassé déjà mes attentes. Mais je sais pas. Je pense que c'est la meilleure que je peux offrir sur ça. Mais ce que j'ai dit au sujet des États-Unis, tu pourrais probablement faire une analyse similaire avec ces considérations pour l'Union européenne et d'autres formations politiques. Elles essaient de rassembler des forces que
la sévérité de la situation essaye de envoyer dans toutes les directions. Donc, c'est simplement pas clair qu'est-ce qui va arriver. Merci. On a des questions qui rentrent que je vais partager avec toi. La première est de Raphaël Ziegler. Et la question est comment est-ce que cette récit général de la crise capitaliste, c'est quoi la relation avec le capitalisme étatique comme la Chine, le capitalisme méritocratique aux États-Unis, le capitalisme technocratique comme l'Union européenne? Est-ce que ces différences sont importantes pour l'analyse du crise? Et il mentionne en parenthèse la couverture médiatique du COVID et l'absence presque complète de Chine. J'ai pas en parenthèse dit la couverture médiatique de COVID de la Chine. Elle dit presque entièrement disparu. Ah, c'est la première question. Ça, c'est une question difficile, mais une question très importante. Laisse-moi simplement dire que je suis un peu sceptique au sujet de tirer un lien aussi forte entre le capitalisme socio-démocrate aux États-Unis et méritocratique aux États-Unis. Je pense que c'est un peu, c'est pas aussi clair que ça, même s'il y a différentes données idéologiques. Mais je pense que cette question de la Chine est vraiment importante. Je l'ai pas trop pensé. Je dirais que je réfléchisse quand je parlais au sujet de Biden, par exemple. J'ai beaucoup considéré les politiques domestiques, mais essentiellement, il y a un conflit énorme qui prend place présentement et Biden, je pense qu'il est déterminé à le poursuivre. Peut-être de façon plus stratégique que Trump, mais ce conflit pour une hégémonie dans le système international entre les États-Unis et la Chine. Les États-Unis, c'est un pouvoir en déclin. Elle a beaucoup de armes nucléaires et énormément de capacités militaires, mais ce n'est plus le pouvoir économique qu'elle était et elle a perdu presque toute sa crédibilité morale. Ce n'est plus la lumière pour des peuples opprimés partout au monde. La Chine est clairement un pouvoir en ascendance et les États-Unis essayent de voir si elle peut ou si elle veut l'accommoder, se trouver, se tailler une nouvelle place dans le système international ou si elle peut construire un système multipolaire qui pouvoir plus relatif pour la Chine ou si elle va simplement s'enflammer en combat éternel pour sa suprématie. Peut-être c'est pas une réponse complète à ta réponse, mais je veux au moins offrir cette perspective que le capitalisme est toujours une économie globale sur laquelle sont superposées une forme de gouvernance multi-étatique. Donc, elle opère toujours à travers une sorte de hégémonie politique. Et ça, c'est une autre dimension de notre crise. Donc, tu pourrais dire les crises de l'hégémonie des États-Unis dans le système international. Ça, c'est une autre dimension. On dirait que ça aussi, c'est maintenant amené en question. Dans le chat, notamment, quelqu'un fait référence à l'une de vos dernières contributions dans l'âge de la régression, où vous parliez en fait de liaisons dangereuses entre le mouvement féministe et puis le mouvement des minorités ethnoculturelles qui revendiquaient leur autonomie et qui s'alliaient, vous en avez parlé, avec le néolibéralisme pour former le néolibéralisme progressiste. Et l'alternative à l'extrême droite, c'était le populisme réactionnaire. Et comment construire une alternative entre les deux? Vous semblez accorder beaucoup d'importance aux politiques, à l'administration Biden, mais
les mouvements sociaux à la base semblent poser problème. Right. So this relates to the earlier. Oui, c'est en relation avec notre discussion auparavant avec le compromis de Biden, les formations de son administration. Nous avons certainement aux États-Unis une forme dominante de néolibéralisme progressiste où, d'une certaine façon, on dirait le courant dominant et dans beaucoup de mouvements sociaux qui sont les préférés des médias sont utilisés pour légitimiser une économie politique néolibérale par les forces avec vraiment la puissance dans cette liaison dangereuse que la question a fait référence. Donc, on a cette forme de néolibéralisme ainsi qu'un néolibéralisme très réactionnaire qui existe dans plusieurs pays. Donc, les places où on retrouve cet néolibéralisme progressiste, tu trouves une alternative populiste régressif, donc comme Trump, et en même temps, on a aussi l'aile Sanders de la Partie démocratique. Et c'est pas juste la Partie démocratique, parce que Sanders lui-même n'est pas un membre de ce parti, il est indépendant, mais est fortement allié avec les socialistes démocratiques de l'Amérique et d'autres acteurs qui ne sont pas membres du Parti démocratique. Donc, on dirait qu'à ce moment, on avait trois alternatives. Le néolibéralisme progressiste, les populismes régressistes et la possibilité d'un populisme progressiste ou populisme sociodémocrate. Pendant les années sous Trump, il y avait la question qui a ressenti au sujet de si et comment le néolibéralisme progressiste pourrait essayer de se reconstituer et reprendre le pouvoir. Si cette poussée pour battre Trump se retrouverait dans une restauration d'un progressisme néolibéral. Donc, retour à l'alliance entre les mouvements émancipatoires progressistes et les forces néolibérales centristes. Et en réalité, ce que je disais ici, c'est que c'est pas exactement avec ça qu'on s'est retrouvé. On est arrivé à un espace intérimaire. Donc, c'est ça que je veux dire quand je dis que l'administration Biden, jusqu'à date, puis il faut toujours que j'ajoute jusqu'à date parce que les choses peuvent changer rapidement, mais jusqu'à date, c'est une formation de compromis. C'est pas un néolibéralisme progressiste, mais un compromis avec des éléments de le néolibéralisme progressiste et un populisme progressiste ou sociodémocratique qui est représenté par Sanders en 2016 et aussi maintenant. Donc ça, c'est le mieux que je peux faire présentement. C'est ça que je vois. Mais moi, ce que je regarde, c'est qu'est-ce qui va arriver quand cette formation de compromis explose. Et ça pourrait, il y a beaucoup de tensions internes. Et on dirait aussi que le pouvoir de Biden est c'est pas très fort s'il y a un mouvement de juste quelques places dans le Sénat américain, par exemple, tout un peu tombe à l'eau. Alors, je dirais que ça, c'est vraiment le moment pour les forces de ce côté progressiste, populiste et tous ces nouveaux personnes qui sont en train de se faire radicaliser. Puis il y en a beaucoup des personnes jeunes, puis je suis certain que c'est le même au Canada. Ils s'appellent maintenant ouvertement des socialistes. Ils veulent apprendre un sujet de système. Je ne sais pas si le mot socialiste est problématique pour vous aussi. Je sais qu'il y a beaucoup de places en Europe où les partis socialistes qui l'ont terni en agissant comme des néolibérales. Mais au moins aux États-Unis, je pense en raison du McCarthyisme
On utilisait tellement peu le mot qu'elle revient sans beaucoup du bagage de les dernières années qui existe à l'international. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y a tellement de forces maintenant qui sont intéressées à explorer quelque chose de plus profond qu'une réponse sociodémocratique à la crise. Donc, ça, c'est le moment pour apprendre, comme nous apprenons toutes en regardant cette situation qui évolue, à quelle distance que une forme de proto-démocratie sociale peut avancer aux États-Unis et à quel point les corporations, Wall Street, Silicon Valley vont finalement dire non, c'est fini, on ne soutient plus ça, ou à quel point elle peut avoir du succès, mais si il va avoir du succès, ça va être sur le dos des personnes expropriées à l'extérieur des États-Unis, parce que Janet Yellen va continuer d'imprimer les dollars américains, ce qui c'est la façon que un pouvoir de manufacturier qui n'est pas très fort, mais avec une grosse militaire, réussit à continuer d'être dominante, c'est en imprimant de l'argent, des dollars. Donc, c'est toutes des contradictions et des choses. On a besoin d'utiliser ce temps précieux pour déterminer et vraiment comprendre c'est quoi qu'il y a à faire. Je vois le temps, mais on a beaucoup de questions qui rentrent. Paul-André, je ne sais pas si tu as d'autres questions en français, mais il y en a une qui a rentré que si on a le temps, j'aimerais bien pouvoir poser parce que ça nous amènerait dans une autre direction qui est quand même très intéressante. Je pense qu'on avait dit qu'on pouvait dépasser par quelques minutes, si ça ne te dérange pas. Donc, cette question, et je vais le lire parce que je ne pourrais pas le synthétiser, c'est trop complexe. Ça vient de Jonathan Durand-Folco. Donc, il dit, j'ai une question au sujet de l'aspect technologique du capitalisme. Dans ton travaux récent, tu proposes une compréhension historique multidimensionnelle de le capitalisme, mais le développement récent de l'économie de plateforme, les données massives, les algorithmes semblent créer un nouvel régime d'accumulation qui dépasse le capitalisme néolibéral. Depuis la pandémie où tout le monde dépend de plus en plus aux outils numériques et les plateformes, est-ce que tu penses que nous devrons ajouter cette nouvelle sphère d'innovation technologique dans le cœur de notre compréhension d'une société capitaliste, l'extraction de données et la dominance à travers la surveillance technologique joue un rôle important avec la production sociale, l'expropriation de la nature et des communautés racisées. Je dirais en utilisant ton cadre analytique qu'on devrait penser les différentes formes de capitalisme dans la nouvelle société algorithmique qui ressort. Je pense que c'est une excellente question, Jonathan. Merci beaucoup. Je pense que ce que je voudrais dire, je n'ai pas beaucoup pensé au sujet de le côté technologique comme étant un nouvel axe, un concept central pour la théorisation, mais peut-être que je devrais. Peut-être que c'est déjà un certain point inclus dans mes pensées, mais peut-être pas assez. Donc, je suis très ouverte à cette idée. Donc, laisse-moi dire ça. Il y a une façon, c'est pas exactement la technologie, mais il y a une proposition très intéressante de Bob Jessup qui nous demande de penser aux connaissances comme une commodité fictive, dans le sens de Carl Polanyi. Polanyi avait la terre, le travail et l'argent, c'était les bases de l'économie marché. Et quand elles commencent à être des commodités, les choses commencent vraiment à dégénérer.
Donc, Joseph pensait que les connaissances pourraient être cette sorte de choses, ce qui veut dire que pour la plupart de l'histoire des humains et pendant plusieurs années de l'histoire capitaliste, la connaissance a été transmise de façon informelle, de façon traditionnelle, des connaissances, des technologies, de la production se passent de agriculteurs à leurs enfants, de menuisiers à leurs apprentis, etc. Et là, tu arrives à une sorte de fermeture, un enclos pour la connaissance. On pourrait parler ici de différentes transformations des employés quand les connaissances sont monopolisées par les gérants, les ingénieurs, etc. Mais j'avais mentionné les propriétés intellectuelles avant, puis pour moi, ça, c'est quelque chose de très important. Et cette question des vaccins et les propriétés intellectuelles ne pourrait pas être des plus urgents. Donc, ben, tu sais déjà au sujet de toutes ces formes de enceinte et de clôture, différentes formes de façon que des compagnies essayent de privatiser des connaissances qui ont été connues depuis des siècles par différentes personnes et en profiter. Donc, il y a une dynamique qui était toujours une partie de l'histoire du capitalisme, mais qui prend des nouvelles formes de rente sur les monopolies qui viennent avec l'enclos de la connaissance. Ici, dans les universités, on fait face à des itérations de cet enjeu, même si on n'est pas dans les sciences pures avec les grands fonds, mais c'est, tu sais, quand on fait des recherches à qui ça appartient, qui a le droit d'en profiter, le publier. Donc, je dirais, oui, donc, je mentionne tous ces aspects parce que ce que moi, j'essaie de faire, c'est d'une certaine sens intégrer les meilleures réalisations des deux Karl Marx et Polanyi. Et donc, c'est pour ça cette idée de les commodités fictives à informer. Mais je ne suis pas nécessairement orthodoxe dans mon adhésion à Polanyi, mais cette idée à informer mon point de vue sur les fondations économiques du système capitaliste, que la logique de cette économie travaille toujours pour détruire. Donc ça, c'est une idée de Polanyi essentiellement. Donc, moi, je prends ces catégories de ces fondations cachées et peut-être la connaissance est inclue dans ça. La façon que ça joue à travers l'économie de plateforme, les données massives, c'est toute une autre affaire. Je me prépare à utiliser le livre, un nouveau livre la session prochaine. Je pense que c'est un effort important d'essayer de théoriser ce sujet d'un point de vue anticapitaliste et je serais très intéressé d'avoir des suggestions de bibliographie de toi, Jonathan, ou n'importe qui à ce sujet. Mais je pense que c'est des enjeux très importants à considérer. Paul-André? De ne pas vous poser certaines questions sur la justice sociale que vous avez abordée en long et en large, si je puis dire, dans certains travaux que vous avez publiés il y a quelque temps déjà. Est-ce que cette problématique semble moins présente dans votre théorisation d'aujourd'hui? Quelle place est-ce que vous avez revisité la justice sociale et quelle place lui accordez-vous dans vos théorisations sur le capitalisme aujourd'hui? Thanks. Merci. Je pense que c'est une question utile. Disons que en essayant de regarder au capitalisme comme un système social, j'essaie d'identifier une diversité de défauts, de problèmes avec le capitalisme. L'injustice est certainement un de ces défauts, mais celui à lequel
ben, c'est pas que j'en ai pas discuté, mais une autre que j'ai discutée aujourd'hui, c'était la tendance de générer des crises, les solutions de laquelle demandent plus que des petits ajustements à réparer. C'est pour ça que j'utilise la métaphore d'un cannibale qui se mange, vraiment. Donc, il y a une forme d'irrationalité au capitalisme, de dysfonction, de création de crise. Et je pense qu'on est devenu beaucoup plus sensible de côté écologique. Dans le contexte de changement climatique, mais c'est aussi vrai que le réchauffement climatique et les impacts, qui sont plusieurs très létals, ne sont pas distribués de façon homogène. Donc, les effets de le réchauffement climatique et les distributions sont un différent aspect de cette fracture du capitalisme. Et on dirait que je mets plus l'emphase sur l'injustice que la justice, même si on ne peut pas en parler de une sans parler de l'autre. Mais une chose que j'aimerais dire, c'est que j'ai vraiment essayé. Puis si tu pourrais lire entre les propos que je vais vous amener aujourd'hui, ce que j'essaie de suggérer, c'est que les lignes sur lesquelles l'injustice est créée dans notre société, elles ont des bases structurelles. C'est pas flottant, ce ne sont pas accidentelles. Si tu comprends de façon exhaustive le système capitaliste, pas d'une économie, mais un ordre social institutionnalisé, tu verras pourquoi la dominance de genre et subordination n'est pas accidentelle, pourquoi que c'est enraciné dans la division entre la production et la reproduction, pourquoi les injustices impériales, racisées, ethniques et enracinées dans l'exploitation et expropriation, une autre division fondamentale pour le capitalisme dans cette ligne de couleur internationale. Donc, j'essaie de voir pourquoi cette idée marxiste de la classe, aussi utile qu'elle est, n'est pas suffisante pour nous expliquer les injustices structurelles qui sont un parti fondamental, inextricable de société capitalisme en raison de ces institutions et les formes qu'elles prennent. Donc, ce que je vois pour moi, c'est l'approfondissement de les enjeux de justice sociale qui essayent d'intégrer un intérêt pour la justice avec un intérêt pour la survie, la durabilité. Ce que je veux dire, il y a des compréhensions distributives de la justice qui flottent parmi les mouvements sociaux, qui sont vrais dans leur propre point de vue, mais ils ne sont pas adéquates pour la sévérité de notre situation. Donc, disons que tu mets ton emphase presque exclusive sur la façon que les impacts de différents aspects, l'impact dévastateur d'une crise comme le changement climatique, le COVID, la façon que ces impacts sont distribués de façon injuste. Et c'est 100% vrai, et je l'ai dit ici. Mais en même temps, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut qu'on comprenne c'est quoi le système social qui génère ces différences. C'est quoi le système social qui génère les situations horribles que nous trouvons et qui bloquent notre capacité de les résoudre. Donc, c'est important de regarder à ces différences, mais ça ne peut pas être le fin de notre analyse. Il faut aller plus loin. Merci infiniment de cette brillante conférence stimulante et très éclairante, en fait, sur la situation de crise multidimensionnelle que nous vivons. Alors, vous nous avez procuré beaucoup d'éléments de réflexion qui vont continuer très certainement à inspirer nos réflexions et à travailler, en fait, pour une société plus juste et plus équitable et en finir avec cette crise qui n'en finit plus, quoi.
Quelques mots, Margie? Yeah, no, I'd also like to say thank you. Moi aussi, je voudrais aussi te remercier. Je vais mentionner le livre de Nancy Fraser. J'ai lu les essais qu'elle a publiés dans New Left Review parmi d'autres revues. C'est un livre très important et c'est le dernier commentaire que tu as fait, Nancy. Quand on essaie de penser de façon conceptuelle, tu nous dis qu'il faut que nous pensions de façon systémique aussi. Et pour moi, c'est vraiment le clé. Le meilleur travail dans scientifique progressiste manque ça fréquemment. Tu les as identifiés comme être vraiment sur des enjeux spécifiques, mais ça manque la chance de penser de façon systémique. Alors, pour moi, je le reprends comme un message très fort et clair. Merci beaucoup. Je suis très content que j'ai eu la chance de t'introduire et de prendre les questions. Il y a tellement d'autres questions qui ont rentré. Peut-être qu'ils seront archivés, tu pourrais être partagés avec toi parce qu'ils sont vraiment intéressants. Oh oui, j'aimerais bien ça les voir. Bon, on serait facilement ici pour encore des heures si on pourrait les passer. Pas que ça serait une mauvaise chose. Mais mes remerciements. Et merci à tout le monde qui ont été ici avec nous pour partager cette conférence vraiment très importante. Merci. Nancy. Et moi, je voudrais retourner ce remerciement envers vous et tout le monde qui a organisé cet événement. J'étais extrêmement content de pouvoir être une partie de cette conversation vraiment intense et intéressante. J'apprécie beaucoup avoir eu la chance d'offrir cette conférence. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup.